Jacques Gélinas, bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencier et l'un des thèmes de vos conférences est psychologie et spiritualité. La psychologie, nous dit-on, s'attarde au domaine du développement de la personne, mais s'intéresse-t-elle également au domaine du développement spirituel ou de ce que certains appellent le développement intérieur? Alors si oui, quelle est sa vision de cet aspect du développement? C'est une vaste question que je vais essayer de ramasser en quelques secondes. Je dirais, lorsqu'on parle de la psychologie, on parle de quelque chose qui en quelque sorte n'existe pas. C'est un énoncé théorique, une abstraction. Il existe des psychologies, dans le sens qu'il existe des visions de la psychologie, donc des visions de l'être humain. Pour être très synthétique, je pourrais dire, il y a l'approche freudienne qui, au début du siècle dernier, a parlé de l'inconscient. Il y a l'approche de Jung qui a parlé de l'inconscient collectif. Il y a l'approche behaviorale qui est en réaction, donc qui, elle, dit non, l'être humain est essentiellement constitué de stimulus et de réponses. À cette approche-là, il y a une réaction qui s'appelle le mouvement humaniste existentiel qui, lui, commence à introduire cette notion-là d'intériorité, pourrions-nous dire, de personne dans une perspective totalement différente. Et ensuite, il y a d'autres courants, mais dès l'approche humaniste, il y a une scission. Il y a une scission du courant traditionnel et il y a une scission qui donne le courant qu'on appelle transpersonnel, au-delà de la personne. Donc le courant traditionnel va continuer à être une psychologie du moi, une psychologie de l'inconscient, et le courant transpersonnel va s'intéresser justement à ce qui transcende l'ego, qui transcende la personne. Ce courant-là va demeurer un courant marginal. Et ce courant-là s'inscrit déjà dans la sagesse antique, parce que la psychologie existe avant l'époque moderne, quoi qu'on en dise. Les sages d'antan avaient expérimenté des choses, ils avaient donné des conseils, et il y a comme une sagesse qui a été transmise, qui est reprise et avec la méthode moderne, est expérimentée. Suivent des courants très importants, de façon plus récurrente à ce moment-ci, l'approche cognitiviste, donc la façon dont la pensée fonctionne, et l'approche neurophysiologique. On explique tout par le fonctionnement du cerveau. Et une approche toute récente qui vient des États-Unis, qu'on appelle l'approche positiviste, l'approche positive en psychologie, qui réintroduit la notion de personne et qui réintroduit la notion de développement personnel. Donc pour résumer, oui, une certaine psychologie va s'intéresser au développement personnel et transpersonnel ou à la spiritualité, et une certaine psychologie ne s'y intéressera pas et va même le nier en disant que ça n'existe pas. Alors donc vous parlez de développement personnel d'une part, si j'ai bien suivi, et de développement transpersonnel d'autre part. Donc pouvez-vous nous donner quelques précisions sur chacun de ces deux aspects? Brièvement, oui. La psychologie va dire, et là je vais utiliser la psychologie dans le sens de l'épsychologie, va dire il y a la personne. La persona, disons ça comme ça. Cet aspect-là, donc, a des caractéristiques et la psychologie va traiter, l'estime, des caractéristiques particulières, le moi, différents éléments qui constituent l'être humain, l'ego. Au-delà de cet être, il y a quelque chose qui transcende. Il y a un développement dans une vision horizontale versus une version verticale. L'ego va davantage être dans une version horizontale. Le transpersonnel va davantage être dans une perspective verticale. La conjonction de ces deux dimensions-ci va donc donner ce qu'on pourrait appeler une espèce de ligne qui va monter vers le haut pour donner le développement. La psychologie spirituelle va dire, pour que le développement soit complet, le développement doit donc se situer au niveau de la personne, puisque c'est quelque chose d'incontournable qui supporte en quelque sorte le développement, mais au niveau de ce qui transcende la personne. Quand les deux axes sont en harmonie, on a donc un développement qui est complet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine psychologie qui va ne parler que du développement horizontal, niant tout axe vertical. Donc, cet axe-là, de cette façon très synthétique, va caractériser, si on veut, la vision de la psychologie transpersonnelle. Donc, j'ai relevé qu'il y avait un développement intérieur ou spirituel. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cet aspect-là également? Ce développement intérieur va donc être, comme je le disais à l'instant, au-delà de la personne. Qu'est-ce qui est intérieur? Ce mot-là, c'est un mot général qui, selon les traditions, selon les cultures, va recouper des réalités très différentes. Ça peut aller de l'expérience intérieure intense, ça peut relever de l'extase, de l'illumination, ça peut relever d'expériences hors corps, ça peut relever d'expériences de perception, de réincarnation intérieure. Ça prend toutes sortes de connotations selon les cultures, selon les contextes particuliers. Ce faisant, on peut être plus prosaïque et sans parler d'expérience extatique, simplement parler d'expérience où, je vais vous donner un exemple.
Tout le monde a déjà pris quelques minutes dans sa vie pour marcher le long d'un cours d'eau. Le long de ce cours d'eau-là, où on marche habituellement, une journée, on a quelques minutes, on s'arrête. Et soudainement, on est dans un état particulier. Un état où on a l'impression presque d'être en communion avec le cours d'eau. C'est un peu comme si l'environnement autour de nous s'efface. On est comme très, très concentré. On est dans un état de bien-être. Expérience toute simple, accessible à n'importe qui, mais qui a une connotation très, très particulière. C'est une expérience intérieure intense, puisque ce n'est pas l'expérience habituelle que l'on fait lorsqu'on se promène sur le long du cours d'eau pour se rendre, par exemple, à son travail. Alors, c'est un exemple pour dire que quand on la connotation expérience intérieure intense peut partir de cette expérience très simple que je décris à des expériences très, très sublimes décrites dans la littérature mystique qui nous semblent à prime abord tout à fait inaccessibles ou accessibles seulement à des êtres très, très avancés, très, très sages. Alors, l'intériorité, c'est donc tout être humain qui le porte en soi. Alors, il me semble qu'on observe ce qu'on appelle des crises du développement aussi. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce genre de crise de développement? Habituellement, lorsqu'on se développe, par exemple lorsqu'on grandit physiquement, ben on n'entre pas dans de grandes douleurs, on n'entre pas dans des moments de débordement là, excessifs. Généralement, ça se passe de façon harmonieuse. Généralement, donc, le développement intérieur, le développement personnel se passe aussi comme ça. Crise, ici, il faut l'entendre dans un sens bien particulier. Le sens d'une crise, c'est une désorganisation temporaire qui va permettre à une organisation nouvelle d'émerger. Donc, on pourrait dire, c'est une occasion de croissance. Je suis en crise à chaque fois que je fais un pas, puisque pendant un bref instant, je suis en déséquilibre. Mais que je sais, par expérience, ce que le jeune enfant ne sait pas, que je vais retrouver mon équilibre au prochain pas. Donc, ça me permet d'avancer. Ce faisant, il y a différents sages qui ont décrit les expériences de crise potentielle. Bon, je donne 3 axes rapides. Assagioli, particulièrement, a parlé de l'expérience précédente, l'expérience pendant l'éveil et l'expérience après l'éveil. Bon, 2-3 illustrations. Avant l'éveil, scénario possible parmi tant d'autres, je suis quelqu'un qui a bien réussi dans la vie, je suis parvenu, j'ai du pouvoir, je suis riche, j'ai ce qu'on appelle le rêve américain, le métro, boulot, dodo, femme, enfant, bon chien, maison à la campagne. Et un jour, je me demande à quoi tout cela rime. Parce que je constate que je ne suis pas nécessairement heureux, que le sens n'est pas au rendez-vous, que c'est vide. Alors, cette crise-là va donc potentiellement me mettre en mouvement de questionnement existentiel sur mon existence et potentiellement va m'amener à me mettre en mouvement, à chercher quelque chose. Bon, ça, c'est un scénario possible. Autre exemple de scénario, il m'arrive un accident, de quelque nature que ce soit, et cet accident-là m'amène à me remettre en question, me fait vivre, par exemple, une expérience hors corps, comme beaucoup décrivent au moment d'un accident d'automobile, etc., etc. Et que je sois athée ou non, cette expérience-là va donc me bouleverser et m'amener à me questionner sur y aurait-il autre chose que ce à quoi je croyais jusqu'à présent. Expérience pendant le développement ou le moment plus intense, bon, une expression populaire un peu caricaturale va parler de l'inflation du moi ou l'inflation de l'ego. C'est-à-dire, lorsqu'on vit des expériences intérieures intenses, on peut confondre ce qu'on appelle, ce qui est au-delà de soi, avec le moi. Alors, je peux m'approprier ou penser m'approprier cette façon d'être, cette sagesse, ce qui n'est pas moi, et je confonds le transpersonnel et le personnel. L'expérience post, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres, je peux, après avoir vécu une expérience intérieure intense, me dire « non, non, c'était pas vrai, là. C'était une illusion, là. » Et avec le temps qui s'estompe, minimiser l'expérience. Un peu en quelque sorte, dirait la psychologie traditionnelle, me réendormir, nier qu'il m'est arrivé quelque chose et pas utiliser la crise comme une occasion de croissance, parce qu'il s'agit d'une occasion, on saisit ou non l'occasion. Alors donc, c'est très rapidement là, quelques exemples, il y en aurait des centaines d'autres, mais on n'a pas le temps de développer ça ici maintenant. Pouvez-vous nous indiquer certains principes que la psychologie spirituelle ou transpersonnelle a découvert au fil du temps pour venir en aide à tous ceux qui, ma foi, se posent un certain nombre de questions, à tous ceux qui cherchent? Il y en avait beaucoup. 2 ou 3 me paraissent essentiels. Le premier, ce serait la voie du juste milieu. Éviter les extrêmes, éviter les excès. En quelque sorte aussi, apprendre à se dépêcher lentement. L'exemple que j'utilise souvent, c'est qu'on ne peut pas tirer sur une tige de carotte pour l'aider à pousser plus rapidement. Lorsqu'on plante une graine, il faut la laisser reposer et ne pas aller voir à tous les 5 minutes si elle commence à germer. Il faut laisser le temps au phénomène
naturel de se passer. Je ne peux pas accélérer certaines choses. Je ne peux pas décider demain matin, je vais atteindre une grande estime de moi-même, par exemple. Donc, apprendre à se dépêcher lentement. Également, je dirais la patience, la persévérance et la prudence. Ce sont 3 éléments qui nous sont transmis par la tradition. La prudence, parce qu'effectivement, on peut tomber dans toutes sortes d'ornières ou de pièges. La persévérance, parce que les choses ne se font pas sans effort, ne se font pas comme ça, c'est pas magique. Même si actuellement, on est encore dans une mode de ce que j'appellerais du fast-food spirituel, où on a l'impression qu'on peut atteindre l'illumination en une fin de semaine, et certaines personnes vont l'offrir. C'est un canular majuscule. Et cette persévérance-là va donc permettre, avec la patience, de faire ce qui est nécessaire pour croître. Et ce faisant, on peut donc continuer à être davantage en contact avec l'essence de l'être. Parce que, dans le fond, on pourrait dire, ce n'est pas le but qui est l'important, c'est le chemin. Parce que c'est à chaque jour, à chaque seconde, que l'on est en développement. Et c'est ça qui est important. Bien, Jacques Gélinas, il me semble que cette dernière intervention résume en grande partie le titre de cet entretien, Psychologie et spiritualité. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier.